Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Vous le savez bien sûr, mais aujourd'hui il est presque impossible de ne parler que le français. L'anglais est présent partout, les humains n'ont jamais autant voyagé que de nos jours, et puis nous vivons dans une société mondialisée. Nous avons tous aussi bien accès à des mangas japonais que des films africains, des chansons d'Amérique du Sud ou des livres aborigènes. Il est donc indispensable de nous ouvrir sur le monde. Et c'est ainsi que je discute avec de nombreux parents qui se demandent comment apprendre, comment enseigner une langue étrangère de façon aussi efficace que possible à leurs enfants. C'est pourquoi j'ai décidé d'y consacrer 2 podcasts, celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous aborderons la meilleure méthode scientifiquement prouvée pour aborder l'apprentissage d'une langue étrangère. La semaine prochaine, nous aborderons un outil pédagogique particulièrement riche pour enrichir son vocabulaire dans d'autres langues. Et ça tombe bien parce que ce mois-ci, dans l'accompagnement des Montessori 7, c'est justement le thème que nous avons retenu, l'apprentissage des langues étrangères, avec tout un tas de ressources spécifiquement pour aider les parents à enseigner une langue étrangère à leurs enfants ou pour progresser eux-mêmes dans une langue étrangère. Tous les liens dont je vais parler, y compris le lien vers l'accompagnement pour nous rejoindre et donc découvrir les ressources de ce mois-ci, sont dans les notes de cet épisode et donc vous trouverez vous trouverez tous les liens des études également que je vais mentionner dans les notes de cet épisode. Nous allons parler d'études scientifiques, de différents types de méthodes pédagogiques, bref, je vais tout vous expliquer sur l'apprentissage des langues. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on apprend de langues, plus c'est facile. Apprendre une deuxième langue est toujours plus facile que la première. En apprendre une troisième sera encore plus facile que la deuxième, etc., etc. C'est pour ça que, passé un certain stade, les grands polyglottes n'ont aucune difficulté à apprendre de plus en plus de langues. Bien évidemment, c'est plus facile lorsqu'on apprend des langues qui sont de la même famille. Alors, quand je parle de famille de langues, je parle de différentes choses. Vous avez des grandes familles linguistiques, comme ce qu'on appelle les langues indo-européennes, par exemple. Ça, c'est une grande famille qui recouvre des langues donc parlées en Europe et en Inde, et qui ont une racine commune, du moins on le suppose, qui serait l'indo-européen. En tout cas, il y a des liens, des cousinages entre ces langues. Ça, c'est une grande famille de langues. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Par exemple, les langues afro-asiatiques, les langues japoniques, donc autour du japonais, les langues mongoles, sino-tibétaines, donc chinois, tibétain, les langues turques, etc., etc., les langues nigéro-congolaises, donc le nigérois, le congolais, etc. Et dans ces grandes familles de langues, vous avez des sous-familles de langues. Par exemple, prenons l'exemple des langues indo-européennes, que vous avez plus de chances de connaître. Parmi ces langues, vous avez évidemment les langues romanes, comme le français, l'italien, l'espagnol, plus surprenant le roumain, qui fait partie des langues romanes. On peut les appeler aussi les langues italiques, comme italien. Mais vous avez aussi des langues germaniques, comme par exemple l'anglais ou l'allemand. Vous avez des langues celtiques, comme le breton, le gaélique, le gallois, l'écossais, etc. Vous avez l'albanais, qui est une langue totalement à part. Vous avez les langues helléniques, autour du grec. Les langues indo-iraniennes, donc les langues parlées en Inde et en Iran. Les langues balto-slaves, comme le lituanien, etc. Et puis les langues slaves, comme le russe, évidemment. Et l'arménien, qui est là aussi une langue solitaire, qui n'a pas tellement de parenté avec les autres. Comme vous voyez, tout ça est bien complexe. Et évidemment, lorsqu'on a appris le français, il est plus facile d'apprendre l'italien ou l'espagnol, en tout cas au niveau du vocabulaire, que d'apprendre l'anglais ou l'allemand. Inversement, lorsqu'on a déjà appris l'anglais, l'allemand sera plus facile, et inversement. Si vous avez appris le breton, le gaélique sera sans doute plus facile. À part cela, à ma connaissance en tout cas, et après de nombreuses recherches sur le sujet,
je n'ai trouvé aucune étude scientifique sur l'efficacité de telle ou telle méthode d'apprentissage des langues. Alors laissez-moi vous expliquer quelles sont les différentes méthodes qui existent à l'heure actuelle. Vous avez ce qu'on pourrait appeler la méthode traditionnelle. Dans une méthode traditionnelle, on a une grammaire qui nous apprend les règles de grammaire, un dictionnaire et puis un manuel avec des textes et du vocabulaire thématique. C'est typique de l'enseignement classique en France, même si souvent la grammaire n'est pas forcément séparée, c'est souvent un encart dans le manuel scolaire. Mais c'est comme ça qu'on apprend, alors pas toujours, mais assez souvent, où la grammaire est enseignée de façon déductive, c'est-à-dire qu'on apprend les règles et on se contente de les mettre en pratique ensuite dans des textes. Il y a également ce que l'on peut appeler la méthode directe. Dans la méthode directe, on fonctionne en immersion, c'est-à-dire que dès le départ, si on apprend l'anglais par exemple, le professeur ne va parler qu'en anglais. Du coup, le professeur va utiliser beaucoup de gestes, beaucoup de mimiques, beaucoup d'expressions du visage pour faire comprendre ce qu'il dit aux élèves. Par exemple, pour faire comprendre tall, grand, il va prendre sa main et la mettre très très haut. Et puis small, petit, il va mettre la main très très bas pour montrer la différence. Il va peut-être montrer un grand élève en disant you are tall et un petit élève en disant you are small. Ça, c'est propre à la méthode directe. C'est une méthode très active. On part toujours du connu vers l'inconnu et on utilise énormément l'oral avant tout. La grammaire dans ce cadre-là est plutôt vue de façon inductive, c'est-à-dire que l'élève va être mis dans la possibilité d'entendre la langue dans plein de contextes différents et il va devoir en induire les règles de grammaire. Le principe derrière la méthode directe, c'est que c'est comme ça qu'apprend le jeune enfant pour sa langue maternelle. Donc ça paraît raisonnable. Le souci, c'est que, attention, un enfant n'apprend pas un langage de la même façon à 8 ans et à 2 ans. Son cerveau n'est plus construit de la même façon. Un enfant qui apprend très jeune 2 langues en parallèle, par exemple parce que son père et sa mère sont de 2 nationalités différentes, parlent 2 langues différentes et les parlent au quotidien à la maison. Cet enfant va en fait développer une seule structure du langage dans son cerveau, mais avec des passerelles entre les 2 langues. Tout va être interconnecté. À l'inverse, un enfant qui apprendra plus tard une 2e langue va développer comme un 2e centre du langage dans le cerveau. Donc vous voyez que le schéma n'est pas le même et donc il ne faut pas chercher nécessairement à plaquer la façon d'apprendre des très jeunes enfants pour l'apprentissage d'une langue un petit peu plus tard dans la vie. Vous avez un 3e type de méthode qui sont les méthodes audio-orales. Ça, ce sont les méthodes du type assimile. On entend des phrases, on essaie de les répéter. Le but est de construire des habitudes, des automatismes. À force d'entendre les phrases et de les répéter, on va être à l'aise dans des situations courantes de la vie quotidienne. Par exemple, si on veut aller dans un pays en touriste, on aura répété, on se sera entraîné avec des phrases comme « puis-je avoir une chambre s'il vous plaît ?» Où pourrais-je manger une pizza ?» ou « Où sont les toilettes les plus proches ?» Voilà. Mais sorti de ces habitudes et de ces automatismes, il peut être parfois un petit peu difficile de formuler des phrases moins habituelles. Des choses que l'on n'a pas forcément l'habitude de dire tous les jours, mais dont on peut avoir besoin à un moment donné. Donc ça, ce sont les méthodes audio-orales. Et puis vous avez d'autres approches encore. Vous avez, alors désolé pour le jargon, mais la méthode structuro-globale audiovisuelle. Il y a eu un peu plus tard l'essai de l'approche communicative. Et puis, juste pour parler d'une dernière méthode, aujourd'hui on parle aussi d'approche actionnelle, qui va consister à parler la langue en réalisant un projet. C'est-à-dire qu'un cours de langue ne sera pas réellement un cours de langue, mais un projet. Par exemple, l'organisation des journées portes ouvertes de l'établissement, durant lequel on va parler une langue étrangère. Et donc, ça va être l'occasion de pratiquer sans arrêt cette langue étrangère. Donc, méthode traditionnelle, méthode directe, méthode audio-orale, et puis méthode structuro-globale audiovisuelle, approche communicative, approche actionnelle. Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais il n'existe pas vraiment, encore une fois, à ma connaissance,
de comparaison scientifique entre ces méthodes. Et en réalité, tout dépend de l'élève de départ, de son âge par exemple, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de sa langue maternelle, puisqu'encore une fois, il va être plus facile d'apprendre l'italien quand on a fait du français que l'anglais. Tout va dépendre aussi de sa culture, de la richesse de son vocabulaire dans sa langue de départ, etc., etc. Donc tout dépend de l'élève, mais tout va aussi dépendre de l'objectif. Est-ce que votre objectif est de pouvoir partir en vacances et vous dépatouiller dans la langue? Est-ce que votre objectif est de travailler dans le pays et donc de pouvoir employer un vocabulaire professionnel? Est-ce que votre objectif est de lire des romans et donc de maîtriser un style plus littéraire avec des nuances de style assez subtiles? Tout cela, ça va évidemment avoir une influence sur la meilleure méthode. Et puis, tout simplement, tout ne fonctionne pas avec tout le monde. Et suivant le mode d'apprentissage de chacun, en particulier le type de mémoire plutôt visuelle, mémoire plutôt auditive, bien tout ne va pas fonctionner de la même façon. En ce qui me concerne, par exemple, je n'ai jamais bien fonctionné avec les méthodes assimile. Ça ne m'a jamais vraiment convenu parce qu'il y avait un trop grand rôle de l'oral, alors que je suis très visuelle au niveau de la mémorisation. Et puis, j'ai énormément besoin de structure. Donc, je suis tout à fait partante pour apprendre la grammaire de façon inductive, en partant du langage, pour en induire les règles de grammaire qui sont derrière. Mais j'ai aussi besoin à un moment qu'on m'expose les règles de grammaire d'une façon explicite. Et ça n'est que peu présent dans les méthodes du type assimile, ou en tout cas, on n'a pas de vision d'ensemble. Par exemple, une langue à déclinaison, comme l'allemand ou le russe, les méthodes assimile vont vous faire aborder un cas à la fois. Il va falloir attendre d'avoir parcouru peut-être 20 leçons différentes avant d'avoir une vision d'ensemble de la déclinaison. Et ça, pour moi, ça me complique le processus d'apprentissage parce que je ne peux pas faire de lien entre les différents cas. Alors que lorsque j'ai une vision d'ensemble, eh bien, je suis davantage capable de mémoriser et d'utiliser dans la pratique tout ce que j'ai appris. Pour vous mettre en évidence aussi à quel point les méthodes diffèrent en fonction des objectifs, on discutait justement il y a peu de temps avec mon assistante des souvenirs qu'il nous restait en allemand, sachant que l'une comme l'autre, nous avons fait peut-être 8 ou 9 années d'allemand. Et mon assistante me disait qu'en préparant du matériel justement pédagogique, qu'elle ne se rappelait absolument plus comment on disait jupe en allemand. Et alors moi, je me rappelais le mot jupe, mais je ne me souvenais pas du mot pantalon. Pourtant, je peux vous dire, je peux vous parler de sauvegarde de l'environnement en allemand, et je peux même vous dire comment on dit objecteur de conscience. Kriegdienstverweigerer. Voilà, ça c'est un mot facile à placer dans la conversation quotidienne en allemand. C'est cadeau. Voilà, pour vos prochaines vacances en Allemagne, vous pourrez vous amuser à caser Kriegdienstverweigerer. Pourquoi? Tout simplement parce que l'allemand que l'on apprend, en tout cas qu'on apprenait à mon époque, moi qui suis vieille maintenant, que l'on apprenait à mon époque au lycée, c'était essentiellement de l'allemand journalistique. Et on nous apprenait à commenter des articles de journaux sur l'actualité. Malheureusement, l'allemand quotidien, nous ne l'avons au final qu'assez peu pratiqué. Un petit peu au collège, mais comme on ne l'a pas repratiqué ensuite, j'avoue que j'en ai oublié une bonne partie. Avec tout ça, vous allez me dire, on est bien avancé. Je vous ai parlé de plein de méthodes différentes. Je vous ai expliqué que, en gros, ça dépendait, qu'on n'avait aucun critère scientifique pour nous aider à décider entre ces différentes méthodes, et qu'en plus, ça allait convenir différemment à différents enfants. C'est-à-dire que même si on pouvait prouver que l'une de ces méthodes était de manière générale plus efficace qu'une autre, peut-être que pour votre enfant spécifiquement, elle serait moins efficace qu'une autre méthode. Vous voyez, c'est le poids des statistiques. Les statistiques ne sont qu'une moyenne. Donc même si la moyenne des élèves réussit mieux avec telle méthode, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode pour votre enfant spécifiquement. En revanche, il y a une chose qui est prouvée scientifiquement. Et c'est là où les choses deviennent passionnantes. C'est l'intérêt d'utiliser ce qu'on pourrait appeler une langue propédeutique. Qu'est-ce que c'est qu'utiliser une langue propédeutique? Revenons-en à ce que je vous disais au début. Le plus dur, c'est d'apprendre une première langue. Ensuite, en apprendre une deuxième est plus facile. Et une troisième encore plus facile, etc., etc. Eh bien, depuis, on le sait depuis
un peu plus d'un siècle. Mais il y a toute une expérience qui a été menée dans les années 70-80 et qui a démontré que utiliser une langue simple comme l'espéranto, par exemple, comme première langue d'apprentissage, pouvait faciliter l'apprentissage des autres langues ensuite. Alors autrefois, le latin, par exemple, jouait ce rôle de langue propédeutique. Le latin, c'est une langue qui était, en tout cas, universelle, qui n'est pas propre à un pays ou une nation en particulier. C'était la langue de l'Église, avant ça, c'était la langue de l'Empire romain. C'était une langue commune, une langue universelle. Alors évidemment, dans l'univers occidental, et il est évident qu'on ne parlait pas latin dans le sud de l'Afrique, mais on parlait latin dans le nord de l'Afrique. Ça, c'est intéressant quand même. Et c'est une langue qui est très régulière. C'est ce qui fait son intérêt. On parle souvent des capacités logico-déductives, bref, mathématiques si vous voulez, qui sont développées grâce à l'apprentissage du latin. C'est parce que c'est une langue très régulière. Et c'est ce qui en fait une possible langue propédeutique. Alors j'y reviendrai un petit peu après, à ce qu'est une langue propédeutique, mais le latin était utilisé comme cela autrefois. Malheureusement, c'est une langue qui reste complexe. Et si vous avez déjà fait du latin, vous savez peut-être qu'il y a 5 déclinaisons, donc que les noms changent, les mots changent en fonction de leur fonction dans la phrase. Si c'est un sujet, un complément d'objet direct, etc., ça n'aura pas la même terminaison. Et il y a 5 déclinaisons, donc 5 types de terminaisons différentes pour chaque fonction de la phrase. Et pour chacune de ces déclinaisons, laissez-moi être précis, il y a 6 cas. Donc pour 6 fonctions différentes dans la phrase, vous avez 5 groupes de mots qui ont des terminaisons différentes à chaque fois. Donc ça vous fait 30 terminaisons à retenir au total. Pour les conjugaisons, là où en français nous avons 3 groupes de verbes, enfin bon, soyons honnêtes, le 3e groupe c'est un petit peu un fourre-tout dans lequel il y a tout un tas de verbes différents, eh bien en latin nous avons 5 groupes de verbes, avec des conjugaisons différentes à chaque fois. Nous avons le masculin et le féminin en français. Les Romains, enfin les Latins, ont le neutre. Merci le latin d'intégrer un 3e genre, donc avec une difficulté encore supplémentaire. Oui, parce que ces 5 déclinaisons avec ces 6 cas, il faut les multiplier par 3 genres. Donc en fait, c'est 90 terminaisons que vous devez retenir. Oh, quel bonheur! Donc le latin est une langue assez complexe. Et pour autant, elle reste très intéressante parce qu'elle est régulière, elle est logique, elle est cohérente. Il y a très peu, voire aucune exception aux règles grammaticales en latin. Donc ça permet un apprentissage très rigoureux qui est rassurant pour les élèves. Ça reste aussi évidemment une langue intéressante pour la culture à laquelle elle donne accès, que ce soit les livres écrits en latin, les livres des auteurs classiques comme Cicéron, etc., mais aussi pour tout le travail étymologique qu'elle permet. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de comprendre des liens entre les mots français ou de comprendre comment la langue française s'est développée en partant des mots latins. Bon, on pourrait donc utiliser le latin comme première langue à apprendre avant d'apprendre d'autres langues, comme l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, etc. Mais il y a une langue qui présente plus d'intérêt pour ce rôle de langue propédeutique. Il s'agit de l'espéranto. Alors, laissez-moi d'abord vous donner les éléments chiffrés, et ensuite, je vous apporterai quelques détails sur ce qu'est l'espéranto. Il y a une expérience qui a été menée donc à Paderborn dans les années 70-80, je vous l'évoquais tout à l'heure, et qui a donné naissance à ce qu'on a appelé la méthode de Paderborn, qui consiste justement à utiliser l'espéranto comme langue propédeutique. Dans cette expérience, on prenait des élèves de CE2, qu'on divisait en 2 groupes. Le premier groupe n'apprenait que l'anglais, du CE2 jusqu'à la 4e, et le deuxième groupe, lui, a commencé par 2 années d'espéranto, en CE2 et CM1, avant de travailler l'anglais, du CM2 à la 4e. Alors évidemment, en CE2 et CM1, le premier groupe commençait à faire des progrès en anglais, avec un niveau de base, tandis que le deuxième groupe avait un niveau de base en espéranto. Enfin, un niveau peut-être plus avancé en espéranto parce que c'est une langue beaucoup plus facile à apprendre que l'anglais. Mais évidemment, le deuxième groupe ne parlait pas du tout anglais, ne connaissait rien en anglais. À partir du CM2, le groupe
des espérantistes, donc ceux qui avaient fait de l'espéranto, à commencer l'apprentissage de l'anglais. Alors évidemment, ils étaient moins avancés que le premier groupe. Même chose en 6e. Donc on est en 4e année d'apprentissage. En 6e, le groupe des espérantistes n'a pas encore rattrapé le groupe de ceux qui n'ont fait que de l'anglais. Mais arrivé en 5e, ça y est, les niveaux d'anglais sont équivalents. Donc après 5 ans d'apprentissage de l'anglais d'un côté, 2 ans d'espéranto d'un côté et 3 ans d'apprentissage de l'anglais de l'autre, les niveaux en anglais sont équivalents. Et en 6e année, donc en 4e, eh bien le deuxième groupe, le groupe des espérantistes, surpasse le premier groupe en anglais, alors qu'ils n'ont que 4 ans d'anglais derrière eux, tandis que le premier groupe a 6 ans d'anglais derrière eux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt intéressant. Ça veut dire qu'apprendre l'espéranto accélère tellement les apprentissages dans une autre langue comme l'anglais, que vous pouvez même perdre 2 ans à apprendre de l'espéranto, et qu'ensuite, en 3 ans, vous aurez rattrapé le niveau des autres. C'est quand même fascinant. Alors, il y a des recherches similaires qui ont été faites en Hongrie, à l'Université des sciences de Budapest. Et vous aviez un groupe d'élèves dont la langue maternelle était le hongrois et qui apprenaient l'espéranto pendant 2 ans, puis qui ont été répartis en 4 groupes pour apprendre le russe, l'allemand, l'anglais et le français. Une langue différente dans chaque groupe. Et puis évidemment, ce groupe a pu être comparé à des groupes qui démarraient, comme eux, le russe, l'allemand, l'anglais ou le français, sans avoir derrière eux ces 2 années d'espéranto. Eh bien, d'après les résultats, l'acquisition du russe a été accélérée de 25% par l'étude de l'espéranto. Ça a été accéléré de 30% pour l'allemand, de 40% pour l'anglais et de 50% pour le français. C'est plutôt impressionnant. Hein. Et alors on pourrait se dire que l'espéranto favorise donc peut-être l'apprentissage des langues occidentales, d'Europe occidentale, mais en réalité, il y a eu un projet qui s'appelait Ekparoli, qui s'est déroulé en Australie de 1994 à 2000, et qui a pu mettre en évidence que les élèves qui avaient au préalable appris de l'espéranto apprenaient beaucoup plus facilement une langue asiatique comme le japonais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe, etc. appartiennent aux langues indo-européennes, alors que le japonais appartient à la famille des langues japoniques. Donc on parle bien d'une langue issue d'une famille totalement différente des langues d'Europe occidentale, ou enfin des langues indo-européennes. De manière générale, dans les études qui ont été faites, et il y en a eu beaucoup, on trouve généralement un gain de temps de 25 à 30% à peu près dans l'apprentissage de la deuxième langue après avoir travaillé de l'espéranto. Ça veut dire que si on consacre 1 semestre à apprendre l'espéranto, puis 3 semestres à apprendre l'anglais, on atteint le même niveau que si on étudie que l'anglais pendant 2 ans. Et dès la 3e année, on pourra dépasser le niveau d'une personne qui n'a étudié que l'anglais. Sauf qu'en plus, on connaît l'espéranto, ce qui peut apporter encore d'autres avantages. Alors, l'espéranto, qu'est-ce que c'est ? On en a souvent une image un petit peu farfelue, parce que c'est une langue artificielle, et elle a l'image d'une langue de bisounours qui veulent la paix dans le monde. Alors, c'est effectivement une langue artificielle, mais à l'inverse d'autres langues, c'est une langue qui a été construite à partir des langues existantes. Ça n'est pas une langue construite ex nihilo, de nulle part, avec une logique purement abstraite. Non, on s'appuie sur des racines qui existent déjà dans d'autres langues, sur des constructions qui existent déjà dans d'autres langues. Elle a été développée par un homme qui s'appelait Zamenhof en 1887, donc c'est pas récent, hein, dans le but de pouvoir se parler entre les peuples, d'avoir une langue universelle, une langue entre autres de la diplomatie, une langue internationale. C'est comme ça qu'était présentée cette langue au départ, c'était une langue internationale. Ça aurait pu d'ailleurs devenir la langue de la diplomatie après la Première Guerre mondiale. Il se trouve que ça a été proposé et que c'est un projet qui était soutenu par de nombreuses personnes parce que l'espéranto a connu un vif succès au début du XXe siècle. Mais la France dont la langue était à l'époque la langue de la diplomatie, s'y est opposée. Alors c'est vrai que traditionnellement, le français est la langue de la diplomatie,
De moins en moins, cependant, aujourd'hui, où l'anglais commence à assurer sa suprématie. Et on voit à quel point la notion d'une langue est une source d'influence et de lutte de pouvoir. Le fait d'imposer sa langue à l'autre, c'est imposer son système de pensée, c'est imposer son référentiel, son vocabulaire, etc. Et ça n'est pas anodin lorsque l'anglais devient la langue un peu universelle. Ça n'est pas anodin lorsque la France s'attache à développer la francophonie. Ça n'est pas anodin lorsqu'une langue en remplace une autre dans les pratiques commerciales, diplomatiques, politiques, etc. Et justement, utiliser l'espéranto, ça aurait le gros avantage de n'accorder aucune prééminence à un pays dont la langue principale serait cette langue universelle. Alors, au-delà de cette capacité à pouvoir se parler entre les peuples, à mieux se connaître, du coup, entre les peuples, qui d'ailleurs répond tout à fait aux objectifs de Maria Montessori, qui voulait éduquer les enfants à la paix, en leur enseignant la culture des autres pays, en leur montrant que les hommes partout dans le monde sont différents, ont des cultures différentes, vivent des vies différentes, mais sont tous d'égale dignité et ils méritent tous le respect. C'était au cœur, vraiment au cœur de la pratique de Maria Montessori, qui avait d'ailleurs été nominée plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix. Donc ça répond tout à fait à la vision de Maria Montessori. Mais au-delà de ça, l'espéranto est aussi un extraordinaire outil pour apprendre d'autres langues. Donc même si vous considérez toujours que les espérantistes sont des illuminés, pacifiques et bisounours, et que ça vous déplaît, essayez de voir derrière le côté purement utilitaire de l'espéranto, qui est incroyable par sa régularité, sa logique et sa cohérence. En espéranto, un graphème égale un phonème. En gros, une lettre égale un son. Un petit peu comme en espagnol ou en italien. Donc on n'a pas de complications, on n'a pas comme en anglais des lettres comme le A qui se prononce de toutes sortes de façons, le I qui est parfois I, parfois I, parfois bon. Ici, une lettre, un son. Encore plus fort, une catégorie grammaticale, donc une nature de mot égale une terminaison. En espéranto, tous les noms se terminent par O. Tous les adjectifs se terminent par A. Tous les adverbes se terminent par E, qui se prononce E. Pour les verbes, c'est facile. Tous les infinitifs se finissent par I. Au présent, quelle que soit la personne, donc le sujet, les verbes se finissent par as. Ils se finissent par os au futur et par is au passé. Donc pour la conjugaison, c'est simplissime. Il n'y a que 3 temps plus l'infinitif et au total 4 terminaisons à retenir et ça y est, vous savez tout conjuguer. Ça facilite l'apprentissage de la grammaire parce qu'on rend les choses très concrètes. C'est-à-dire que vous voyez un mot qui se finit par O, c'est forcément un nom. Et ça permet aussi une grande malléabilité de la langue. C'est-à-dire que si vous avez un nom, il est très facile de le transformer en adjectif. C'est une langue qui est très fluide, qui permet beaucoup de créativité. Par exemple, si vous savez dire chat, cato, eh bien vous savez dire comme un chat, caté. Il marche comme un chat. Alors, vous voyez, en français, c'est compliqué, parce qu'en français, on dirait chat, et l'adjectif qui va avec, ce serait félin, et pour un adverbe, on est obligé d'employer de manière féline. Il avance de manière féline. En espéranto, on a le nom cato, l'adjectif kata, l'adverbe katé. C'est extrêmement simple. Autre particularité de l'espéranto qui le rend particulièrement intéressant. Il est très facile d'exprimer un mot et son contraire. Beaucoup de mots sont construits comme le contraire d'un autre. Par exemple, vous avez grand, granda, et petit, mal granda. À chaque fois, on rajoute le préfixe mal. Si quelque chose est beau, c'est bella. Si quelque chose est moche, n'est pas beau, c'est mal bella. Même chose pour construire le féminin des noms. Vous savez qu'en français, on a plein de façons de construire le féminin. Parfois, on rajoute un E, un lapin, une lapine. Parfois, on doit doubler une lettre. Par exemple, un chat, une chatte, avec 2 T, E. Parfois, on doit rajouter 2 SE, un maître, une maîtresse.
Parfois, on doit transformer un teur en trice, directeur, directrice. Mais parfois, on rajoute un E comme auteur, auteureux. Bref, on s'en sort pas. En espéranto, c'est facile, on rajoute ino. Un élève, studento. Une élève, studentino. C'est simplissime. Quant au pluriel, vous savez en français, le pluriel qui peut être un S, un X, parfois pas un X, enfin bon, vous savez les mots en OU qui se terminent parfois par un X, parfois par un S au pluriel. Là, aucune difficulté. Tous les pluriels, que ce soit pour les adjectifs ou les noms, se terminent par un J qui se prononce Y. Donc un élève, studento, plusieurs élèves, studentoi. Et c'est tout. Et enfin, je vous disais que cette langue était très fluide et permettait une grande créativité. Parce qu'il suffit d'assembler des préfixes et des suffixes pour former de nouveaux mots. Mais aucun mot n'est interdit en espéranto. Donc par exemple, avec le préfixe kun, qui veut dire ensemble, un petit peu comme un compatriote, un compagnon en français, ce kun, eh bien on peut construire kun studento, un camarade de classe, un élève avec. Littéralement, ça veut dire élève avec. Vous voyez à quel point c'est une langue amusante à apprendre et dans laquelle il n'y a que très peu de risques de commettre des erreurs. Il y a également une introduction à la déclinaison dans cette langue. Il existe un cas en plus du cas général qui est l'accusatif. C'est-à-dire que chaque fois qu'un mot est un complément d'objet direct, on va rajouter un N à la fin du mot. Ça, c'est intéressant pour des élèves qui ont pour langue maternelle une langue sans déclinaison, comme l'anglais ou le français, et veulent apprendre une langue avec déclinaison, comme le latin, l'allemand, le russe, etc. Donc cette grande régularité fait qu'on peut apprendre l'espéranto extrêmement vite, le tout en ayant une représentation très concrète, très sensorielle de ce qui est un nom. Un nom, ça se termine en O. Donc par absorption, l'enfant va vraiment intégrer toutes ces catégories grammaticales. En ce qui concerne le vocabulaire, d'un autre côté, l'espéranto est constitué à 75% à peu près de mots issus du latin. Donc des mots qui vont être relativement proches du français, de l'italien, de l'espagnol. Vous avez aussi à peu près 20% de mots d'origine germanique. Et puis 5% de mots qui viennent d'autres langues, par exemple du grec, du japonais ou de l'arabe. Donc on pourrait se dire, comme je le suggérais tout à l'heure, que l'espéranto serait peut-être plutôt une langue propédeutique pour l'apprentissage des langues issues du latin, ou éventuellement des langues germaniques aussi. En fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que le style et la syntaxe de l'espéranto sont plutôt proches des langues slaves, d'un côté, et que de l'autre, cette façon de former des mots, avec des préfixes et des suffixes tous réguliers, est davantage proche des langues asiatiques, et des langues régulières, parfaitement régulières, comme le chinois en particulier. D'où l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, le projet Ekparoli, qui a montré que l'espéranto accélérait l'apprentissage d'une langue comme le japonais. Alors, j'espère vous avoir convaincu sur l'utilité d'apprendre l'espéranto avant d'apprendre une autre langue. L'idée est de voir ça un petit peu comme un investissement. Peut-être en y passant 6 mois, de façon un peu intensive, ou peut-être 1 an de façon très légère, votre enfant peut déjà acquérir un très bon niveau en espéranto grâce à cette simplicité et à cette régularité de la langue. Ça peut également lui donner confiance en lui, en osant pratiquer à l'oral, puisque les choses sont simples et qu'il y a peu de risques de faire d'erreurs. Et à partir de là, l'apprentissage des autres langues ne peut qu'en être facilité. Et donc les choses iront plus vite dans les autres langues. Et je trouve par ailleurs que cette façon d'isoler, grâce à des terminaisons, différentes natures de mots, comme les noms, les adjectifs, les adverbes, c'est assez proche de la manière Montessori d'explorer les natures de mots grâce aux symboles de grammaire avec les enfants. On rend les choses très concrètes, avec des symboles colorés. Bien là, c'est pareil, mais grâce à des terminaisons pour les mots.
Alors comment apprendre l'espéranto? Vous allez me dire, ça ne paraît pas évident parce qu'on n'a pas forcément des manuels d'espéranto comme ça disponibles dans toutes les bonnes librairies. Heureusement, il existe 2 excellentes ressources. Vous avez une ressource en ligne qui s'appelle iCurso, qui s'écrit I-K-U-R-S-O. Ça veut littéralement dire cours et en ligne. En fait, c'est un e-cours qui est lié justement à l'association... je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais l'association espérantiste de France, qui permet d'apprendre très rapidement de l'espéranto. Et il existe sinon une application d'apprentissage des langues que j'aime par ailleurs énormément, et dont je vous reparlerai probablement la semaine prochaine, qui s'appelle Duolingo, et qui propose un apprentissage de l'espéranto. C'est une façon très ludique d'apprendre avec beaucoup d'encouragement à persévérer. Donc c'est une bonne façon de rester motivé sur la durée, et je peux vous dire que c'est une application qui a été testée et approuvée par mon mari et moi-même et par chacun de nos 3 aînés qui l'utilisent dans différentes langues. Et moi-même, devant partir quelques jours en Italie cet été, je me fais régulièrement quelques leçons d'italien pour progresser et pouvoir tenir quelques conversations très courtes en italien d'ici là. Et moi-même, je me suis mise à l'espéranto avant de l'apprendre à mes enfants. Alors, vous trouverez dans les liens de cet épisode déjà un lien pour rejoindre l'accompagnement si vous voulez bénéficier d'autres ressources, par exemple des ressources pour apprendre le latin, bien loin de la façon très très scolaire dont vous l'avez peut-être appris plus jeune, ou peut-être que vous n'avez jamais appris le latin et que vous voulez vous y mettre à l'âge adulte en même temps que vos enfants. Nous partagerons aussi tout un tas de ressources pour développer son vocabulaire en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en latin et en espéranto. Donc un vaste programme pour apprendre toutes sortes de langues, même en parallèle, parce que comme je vous le disais, la difficulté c'est d'apprendre une première langue, et ensuite on peut en apprendre tout un tas. Vous trouverez aussi donc dans les liens de cet épisode les sources de ce dont je vous ai parlé. Alors vous avez un article sur Wikipédia qui s'appelle « La valeur propédeutique de l'espéranto » qui répertorie un certain nombre des études dont je vous ai parlé, mais comme je vous ai mentionné les noms exacts, par exemple le projet Ekparoli ou la méthode de Paderborn, vous trouverez aussi facilement ces ressources en faisant une recherche rapide sur Internet. Vous trouverez aussi un article passionnant de Claude Piron, qui est un auteur espérantiste, et qui aborde l'espéranto du point de vue psychopédagogique. Alors c'est un article qui est en italien, et que vous pouvez traduire avec Google Traduction. Et puis le site de Claude Piron est très intéressant pour tous les articles qu'il a pu écrire, ou les livres qu'il a pu écrire. Je vous renvoie aussi vers la foire aux questions de l'association Espéranto France, et puis vers les 2 liens que je vous proposais, le cours en ligne pour apprendre l'espéranto qui s'appelle iCurso, et le lien vers Duolingo, qui est un lien de parrainage. Honnêtement, ça ne m'apporterait rien en fait d'être marraine, à part d'avoir un nombre de vies illimité sur Duolingo, mais de toute façon, je n'utilise pas les 3 vies quotidiennes auxquelles j'aurais droit sinon. Donc voilà, c'est plus simplement pour être tenu au courant et savoir si mon podcast vous aurait peut-être convaincu d'essayer cette application. Je suis plutôt curieuse. Voilà. Donc vous avez peut-être aujourd'hui pu découvrir, si j'ai réussi à vous convaincre, une méthode prouvée pour apprendre les langues qui consiste donc à passer par une langue propédeutique comme l'espéranto qui s'y prête remarquablement bien avant d'aborder l'apprentissage des autres langues. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, nous aborderons un outil inspiré de la pédagogie Montessori et puis de pratiques pédagogiques un peu annexes pour développer son vocabulaire dans différentes langues. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'accompagnement pour découvrir ce grand thème de l'apprentissage des langues étrangères avec nous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.